Ok, bah bonjour tout le monde. Donc je vais compléter la petite présentation que j'ai faite ce matin, qui était très courte parce que je pensais que j'avais une demi-heure, mais j'avais qu'une heure. Donc je vais reprendre ça. Donc les principaux résultats qu'on a au Cercle de Marseille sur les couverts, les principales réflexions qu'on a. On fait ça un quart d'heure, 20 minutes, et puis bah après on passe aux questions-réponses. Et bah, je pourrais ressortir toutes les photos des cultures, des essais découverts et vous expliquer un peu plus en détail aujourd'hui tout ce que j'envisage de faisable en approche couvert permanente sur le légume. Donc paf paf. Donc pour revenir un petit peu sur l'historique des essais, euh, donc globalement les premières années, ce qu'on a compris, c'est bon là, vous voyez bien mon diapo? Ouais, ok. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'en fait globalement, la première année, ce qui nous a vite saisi et qui pour moi encore aujourd'hui est un axe de réflexion majeur pour le choix des couverts et quelle culture dans quel couvert, c'est qu'en fait, plus on va avoir des plantes qui poussent haut, plus on va avoir des plantes avec beaucoup de cellulose, de la lignine, enfin des plantes très carbonées avec des cycles longs. Donc menthe, ortie, trèfle, enfin oui, menthe, non, menthe, ortie et certaines très grosses graminées quand même. Et en fait, si on essaye de travailler avec ces couverts-là, en fait, on arrivera à faire effectivement que des grandes cultures, des très grandes cultures, bah, type tomate, concombre, et difficilement autre chose, quoi. Voilà, bon, peut-être des haricots, j'ai jamais essayé, mais on va quand même être sur des plantes assez concurrentielles, mais qui malgré tout sont très productives de biomasse et qui ne nécessitent pas un grand nombre de fauches dans l'année parce qu'elles ont un cycle de développement assez long, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines. Euh, voilà. Donc plus la plante elle est haute, plus elle est concurrentielle. Alors globalement, j'ai fait ces essais-là pour pousser un peu le bouchon, pour trouver des extrêmes. Aussi parce que j'ai différents projets dans des contextes climatiques chauds, donc Martinique, Afrique, Tunisie. Et là, en fait, bah, les petites plantes, c'est compliqué de les faire pousser. Elles sont très vite, ça se passe pas tout à fait comme chez nous. Très vite, les petites plantes vont être colonisées par des plus grandes. Et si on veut exploiter un maximum le potentiel du soleil, bah, c'est plutôt avec ce type de plante, menthe, ortie, où on va avoir plein d'étages de feuillage et donc vraiment un très très gros pourcentage de la lumière qui va être vraiment bien captée. C'est avec ce type de couvert qu'on peut imaginer pouvoir régénérer les sols et avoir vraiment un cycle de la fertilité complètement auto-fertile, jusqu'à repartir de sols dégradés avec un cycle de la fertilité très dégradé, installer ce type de plante pendant 6 mois, 1 an et être capable de régénérer les sols et ensuite de venir mettre une culture dedans. Donc pour l'instant, je n'ai pas mené ces essais jusqu'au bout, c'est-à-dire je n'ai pas réussi encore à mener un essai où je pars d'un sol dégradé et j'installe ce type de plante pour régénérer mon sol et ensuite aller mettre des cultures dedans. Mais on les observe déjà, elles sont déjà en observation. Et donc, on est sur des pertes de rendement qui sont quand même tout à fait raisonnables, qui vont de 10, 15, 20, 30%. Elles ne conviendraient pas à un producteur français, mais elles conviendraient tout à fait dans un autre contexte économique et surtout dans un autre contexte technique où on n'a pas d'apport de matière organique, puisque sur une approche tomate, concombre en couvert permanent, en fait, ben, on a juste besoin de plantes. En termes d'intrants, on a besoin de plantes et de main-d'œuvre, quoi. Mais il n'y a plus de mécanisation, il n'y a plus d'engrais, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces expériences avec ces plantes très concurrentielles. Et malgré tout, la concurrence n'est pas si importante que ça. Très vite, ce qui est apparu, c'est que des petites plantes comme le trèfle blanc, étaient beaucoup plus intéressantes pour à la fois faire des cultures d'été et à la fois faire des cultures d'hiver, d'automne, de printemps. Et globalement, bah, le trèfle blanc s'est imposé comme le meilleur des candidats et on n'en a pas vraiment trouvé d'autres, si ce n'est qu'avec le temps, on voit que des petites graminées s'installent dans le trèfle blanc et donc tous nos couverts aujourd'hui deviennent des mélanges de petites graminées et de trèfle blanc. Mais j'ai pas trouvé d'autres candidats. Voilà, je ne sais pas s'il y en a, mais voilà.
faire des cultures d'été après avec des cultures d'hiver, type choux, fenouil, des blettes ou je ne sais pas quoi. Bah, aujourd'hui, c'est du trèfle blanc partout. Donc, si vous avez des idées, je suis preneur, mais aujourd'hui, c'est trèfle blanc qui s'impose quand même. Et après, quand on va travailler sur des grosses plantes lianes comme les courges en plein champ, bah là, ma foi, en fait, n'importe quel couvert de prairie fait le boulot. Ça n'a pas une très grande importance. En fait, n'importe quelle plante herbacée, même s'il y a quelques rumex dedans, en fait, c'est vraiment pas gênant. On va faire 3-4 fauches et puis ça va calmer le couvert. La courge va prendre le dessus et en fait, on peut utiliser n'importe quelle plante herbacée et n'importe quel couvert de prairie fera le boulot. OK. Donc si les plantes sont vraiment très concurrentielles et qu'on ne les fauche pas beaucoup, c'est ce qu'on avait fait en 2023, on avait fait un nombre de fauches assez réduite. On va avoir moins 15% de croissance, moins 30% sur le diamètre, sachant que l'an dernier, en 2023, je n'ai pas mesuré les rendements parce que c'est un peu long à faire. C'est un peu long à faire et en fait, cette perte de croissance sur diamètre et longueur de liane, on ne la retrouve pas exactement dans la même proportion sur le rendement, on le verra. En fait, ça n'impacte pas tant que ça le nombre de bouquets et la charge en fruits. Donc ça, c'était le résultat intéressant de cette année, c'est qu'on a refait les essais, mais on a mesuré en plus le rendement, puisque je considérais qu'on commençait à avoir suffisamment bien mis en place notre système pour que ça commence à valoir le coup de mesurer les rendements. Puisque bah, pour développer un système comme ça, il faut d'abord s'occuper du sol, s'occuper de l'irrigation, de l'implantation, de la conduite, de la variété, et enfin, à la fin, on peut commencer à espérer avoir un rendement qui ressemble à quelque chose. Voilà. Et je rappelle qu'on est sur des systèmes où on a levé le facteur à limite en haut avec des sondes. Et donc, le dispositif expérimental cette année, il y a des sondes Hunter-Click. Où est-ce que je les ai mises, mes sondes Hunter-Click? Elles sont là. Et donc, pour expliquer vite fait comment ça fonctionne en 24 volts. On le branche sur le programmateur d'irrigation qui a une sortie en 24 volts. Et ensuite, cette sonde, elle fait juste relais sur les programmes. C'est-à-dire que si elle est saturée, elle coupe l'envoi des programmes. Et si elle n'est pas saturée, elle laisse passer les programmes. Donc, on met un certain nombre de programmes tous les jours le matin. Et puis, si ça manque d'eau, bah, hop, il y a un programme qui se déclenche. Si ça manque pas d'eau, les programmes ne s'enclenchent pas. Je le disais ce matin sur ces essais-là, aujourd'hui, on va généraliser l'usage du tube. J'ai un collègue en Belgique qui fait aussi des essais de tomates comme ça, et lui aussi, il est passé sur le tube parce que c'est vrai que alors lui, il a mis des tubes aussi parce qu'il fait aussi une culture secondaire au pied de la culture au moment de l'implantation de la tomate. Au moment de l'implantation de la tomate, il fait un chou et le temps que pousse la tomate, et ben, il a réussi à faire son chou. Et donc lui, il a besoin d'avoir une culture un peu au-dessus de la culture secondaire qu'il met au pied. Nous, on met ce tube très principalement pour passer à la débroussailleuse. Sachant que là, il est un petit peu trop haut, voilà, ça fait quand même des grosses longueurs de tube, hein, c'est du tuyau PVC de 150, de 15 cm. Ça fait quand même des grosses longueurs de tube, ça peut coûter assez cher à installer. Techniquement, on a un tube de 15 cm, 20 cm, juste posé en surface du sol. Là, ils sont attachés au support de culture. Vous voyez, il y a un petit collier plastique avec chaque support de culture. Donc 15-20 cm, c'est suffisant. Voilà. Et donc cette année, on a poursuivi ces essais-là avec donc ce dispositif expérimental-là. C'est bon, là, vous suivez bien les diapos, ils s'affichent bien correctement? C'est bon, super. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a démultiplié les modalités menthe, parce que comme on a vu que c'était la modalité la plus extrême en termes de concurrence, là, l'an prochain, l'idée, c'est d'essayer de voir si on peut lever la concurrence. On a aussi démultiplié les modalités mélange gazon, prairie, graminées pour les mêmes raisons, voir comment on allait pouvoir lever la concurrence. Et on a restreint, bon, déjà tout ce qui est couvert annuel, on les a éliminés. On a gardé nos modalités zéro matière organique, donc qui sont les témoins, sur lesquels il n'y a pas eu de couvert et pas d'apport de matière organique, donc depuis 3 ans, après l'apport initial, qui était à peu près de 1000 tonnes de branches broyées, semi-compostées et de la fiente d'azote, de la fiente de poule avec à peu près 1 millier d'unités d'azote.
Et après, on a 2 modalités orties qui se sont invitées d'elles-mêmes et donc on les a laissées se développer. On a une modalité charbon parce qu'on nous a filé du biochar. Bon, ça fait pas grand-chose, mais c'est pas grave, on l'a essayé. On a une modalité lierre qu'on s'acharne à essayer de faire survivre et une modalité couvert spontané. Donc ça, c'était de la prairie qu'on avait scalpée et qu'on était venu poser donc l'horizon superficiel des prairies avec la végétation, on était venu le poser et il s'est réenraciné. Et en fait, globalement, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des graminées spontanées, enfin des graminées endémiques de chez nous qui s'est installé. Et après, sur différents couverts, on a laissé pousser à peu près tout ce qui traînait, on a juste fauché et on regarde un peu ce qui se passe. On a ajouté cette année comme modalité des doubles matières organiques et alors, ils n'apparaissent pas ici parce qu'on les a fait juste après avoir fait ce plan, mais notamment sur les apports de gazon. En fait, on a fait ce qu'on appelle des modalités apport à volonté, c'est-à-dire qu'on voit que dès que c'est décomposé, on en remet, on en remet, on en remet, on en remet. Le but étant d'essayer de pousser à l'extrême la surnutrition du sol pour voir si on a un impact sur les problèmes phytosanitaires et voir si dans notre contexte de sol vivant, un excès de matière organique génère des problèmes phytosanitaires, dans le sens où on sait que si on travaille avec des engrais chimiques, minéraux, ça je l'ai vu en travaillant avec des céristes, dès qu'on met un peu trop d'engrais, on développe énormément de pathogènes et de problèmes sanitaires. La question c'était est-ce que dans un contexte de sol vivant, enfin, c'est-à-dire de sol nourri par la biologie et par la matière organique morte, est-ce qu'on pouvait réellement arriver à des extrêmes qui rendaient malades les plantes et est-ce qu'on voyait très clairement des pathologies apparaître? La réponse c'est non en fait. Sur cette serre, c'était très étonnant. On a eu une bonne attaque de cladosporiose en fin d'année. Euh, à 10 jours près, la cladosporiose s'est déclenchée partout de la même manière, sur toutes les modalités, avec une intensité légèrement différente, mais il n'y avait vraiment rien de lisible, quoi. Il n'y avait rien de lisible, alors que sur les analyses, on a des taux de nitrate dans les sèves qui varient d'un facteur quasiment 100, quoi, entre les différentes modalités. Donc, mon hypothèse, on va y revenir aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans toutes les modalités, comme on est sur des approches sol vivant, en fait, on a une nutrition organique qui est très bonne, et ça, on le voit avec des taux d'azote organique très forts dans les sèves, puisque les analyses Novacrop qu'on fait nous donnent des taux d'azote organique. Et par-dessus, si on a une surnutrition, on voit apparaître des nitrates en plus de l'azote organique dans les sèves. Et globalement, ma petite hypothèse aujourd'hui, ça reste une hypothèse, c'est qu'à partir du moment où la plante est bien nourrie de bons nutriments organiques, du bon mucus de vers de terre, des bonnes déjections de vers de terre, en fait, elle est en bonne santé. Et si on la goinfre d'éléments minéraux solubles par-dessus, elle ne sait pas trop quoi en faire, elle ne l'utilise pas forcément, elle l'accumule un peu dans ses sèves, mais ça ne la rend pas particulièrement malade. Ça ne la rend pas particulièrement malade. Contrairement aux approches de nutrition de plantes avec des engrais minéraux chimiques, où ou si la plante, si par exemple on nourrissait notre plante qu'avec du purin d'ortie, par exemple, c'est possible qu'on soit quand même sur une nutrition trop minérale. Voilà, je ne sais pas, ça sera vérifié. Mais ce qu'on observe, c'est une certaine homogénéité des problèmes sanitaires. Et on l'a vu dans à peu près toutes les serres. Et aujourd'hui, je corrèle tous les problèmes sanitaires à la conduite climatique des serres et aux erreurs d'irrigation. Et plus au sol, voilà, on ne voit pas, suivant les modalités, de problèmes sanitaires différents. On va considérer qu'on a quand même dans les 0 MO, là où on n'a rien mis, on a quand même une inertie de l'apport initial. Et dans les analyses de sève, on voit qu'il y a quand même de l'azote organique dans les sèves. Et donc voilà, aujourd'hui, cet essai, pour moi, il est très intéressant parce que tout le travail qu'on a fait en sol vivant depuis pas mal d'années, on voyait qu'on avait supprimé la plupart des pathologies du sol, à condition d'avoir des bonnes irrigations, des bons systèmes d'irrigation. Sinon, on peut les faire revenir très vite, à condition de mettre l'aération du sol. Mais on avait quand même des problèmes sanitaires, mildiou, cladosporiose, tout ça, ça restait quand même. Et donc, pour moi, la grosse question, c'était est-ce que j'ai un levier sur encore une amélioration des modalités de fertilité du sol? Est-ce que les nitrates jouent quelque chose? Est-ce que la proportion nutriments organiques ou nutriments trop minéraux, trop solubles peut jouer? Et aujourd'hui, ma réponse est plutôt non. Dès qu'on est dans un contexte avec une bonne nutrition organique, on peut rajouter des éléments minéraux. On a un impact sur la croissance, mais il n'est pas monstrueux. On a un impact sur le diamètre des lianes et tout ça, mais il n'est pas monstrueux. Par contre, la conduite climatique, c'est ce qui fait les maladies.
Donc pour moi, ça, c'est un résultat très important parce que ça oriente complètement notre travail de recherche et développement sur comment résoudre les problèmes sanitaires résiduels de nos systèmes. Et c'est là qu'on a enclenché tout le travail sur les serres tropicales, puisque on a compris qu'en fait, très probablement, notre premier problème en termes de conduite climatique, c'est qu'on conduisait trop froid nos serres, donc trop chaud sec et trop froid humide, et de manière générale, trop froid alors qu'on a un potentiel en France, partout où on a des serres, on a la possibilité de chauffer plus les serres et de faire monter en température les serres pour le bien-être des cultures. Donc voilà, ça c'est le gros axe de travail enfin les gros résultats de cette année qui sont vraiment intéressants pour moi parce que c'est quand même des questionnements qu'on avait, depuis une bonne décennie, quoi. Si je reviens donc sur mon diapo, hem, tac 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 tac, et donc c'est là que j'arrive vite fait, on pourra en discuter sur les résultats qu'on a eus avec des conduites tropicales. Donc j'appelle ça conduite tropicale tout simplement parce que, il y a quelques années, j'ai eu la chance de discuter avec un dénommé Mathieu, qui est vigneron dans le sud de la France, qui m'a appelé et m'a dit, «Ah tu sais, moi quand j'étais jeune, j'ai été me promener dans la forêt amazonienne et j'ai vu, différentes populations plus ou moins autochtones, cultiver les concombres et les tomates, dans la forêt. Bah, ça se cultive pas du tout comme chez nous et alors surtout dans des contextes pédoclimatiques, qui feraient peur à la plupart des producteurs français». Et donc, en effet, ce sont des plantes lianes, notamment les concombres, qui sont plantés au pied des arbres, dans des contextes très très chauds. Et ça pousse le long des arbres. Euh, et en fait, on est plutôt sur des gammes de température entre 35 et 50 degrés que sur des conduites à 25-30, comme on essaye de faire en France, quoi. Et d'après lui, il y avait un potentiel de gain de rendement qu'il fallait explorer. Et donc, ça fait quelques années que je travaille là-dessus, que j'ai testé les extrêmes. Et donc, cette année, on avait une serre qu'on avait menée dès le mois de mars, comme ça, en climat tropical. C'était un essai très exploratoire. On plantait un peu tout. On avait une modalité où on avait nourri le sol avec du BRF, une modalité couvert. On avait mis plein de plantes vivaces, concombres, courges. On avait vraiment jeté un peu de tout. Et puis, on avait commencé surtout à tester les outils d'aspersion, les relais temporisateurs, les sondes. Voilà, le but, c'était de tester plein de choses. On a fait quelques bêtises parce qu'on a noyé le sol. La serre, elle est montée à 50 degrés, puis après, elle est montée à 60 degrés une deuxième fois, bon, parce qu'on l'avait complètement fermé. Et malgré tout, on a vu donc ce qui survivait, ce qui survivait pas. Enfin, ça a été très riche en enseignements, très très rapidement, en l'espace de quelques semaines. Et tout d'un coup, avril-mai, on a commencé à se choper toutes les maladies possibles, tellement le printemps était pourri dans les autres serres. Il y en a la liste dessous, là, de tout ce qu'on s'est ramassé. Et dans la serre tropicale, il n'y avait absolument rien, quoi. Alors qu'on avait quand même fort malmené les plantes. Et dès le mois d'avril, on a vu des niveaux de croissance un peu foufou sur les courgettes, les concombres. Bon, les tomates, elles avaient vraiment trop morflé. On avait quasiment détruit tout leur système racinaire en noyant le sol. Elles ont eu du mal à s'en remettre. Mais concombre, courgettes, on avait des très bons niveaux de croissance, aucune maladie. Et alors surtout, courgettes, c'était très impressionnant la croissance. Alors, mauvaise pollinisation des fruits, mais alors en croissance végétative, c'était vraiment colossal. Et donc, fin juin, donc j'ai passé toutes les serres du site en tropical les unes après les autres. C'était une belle prise de tête. On a beaucoup bossé parce que on a des automatismes très différents dans toutes les serres. On a des serres sans automatisme, de générations complètement différentes, des systèmes d'irrigation complètement différents, etc. Et j'ai vite été discuter avec mon collègue que vous connaissez, Xavier Dubreuc, avec Charles Souillot, avec d'autres collègues qui avaient déjà fait 2-3 essais pour recouper un peu toutes les données. Et donc, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, alors ça notamment, c'est une donnée intéressante parce qu'on ne l'a trouvé dans aucun bouquin, c'est que les pucerons, en fait, meurent de surchauffe dès qu'on les mène au-dessus de 35 degrés et qu'on monte une humidité vraiment complètement saturée. En fait, exactement comme nous, il semblerait, j'ai pas trouvé de biblio le confirmant ou d'études le confirmant, mais en tout cas, dans la pratique, ça marche. On les fait mourir de surchauffe à condition d'avoir une humidité saturante dans l'atmosphère, ce qui n'est pas forcément simple à faire dans une serre. Il faut mettre plusieurs aspersions toute l'après-midi, programmer plusieurs aspersions pendulaires toute l'après-midi pour mouiller complètement les plantes. Et il faut éviter que la serre monte à 50 degrés. Et donc, si on veut qu'elle monte pas trop haut, dès qu'on ouvre la serre, elle perd son humidité, quoi.
on a de l'air chaud humide qui se barre. Donc là, il faut apprendre à réguler ça. Et on a réussi très rapidement, en fait, en menant les serres en tropical, à tuer tous les pucerons qu'on avait. On avait des attaques assez virulentes, hein, on était en train de perdre quand même la quasi-totalité des cultures d'ailleurs. Et en l'espace de 15 jours, on a réussi à se débarrasser de tous nos pucerons. Et on a vu que les serres qui avaient des fuites, j'ai une serre verte avec des vitres cassées, et on n'arrivait pas à monter en humidité parce qu'il y avait un courant d'air, et il y avait des courants d'air et donc l'humidité se barrait à l'extérieur. Et donc cette serre-là, on a eu plus de mal à se débarrasser des pucerons. Il a fallu attendre 2 jours, il a fallu attendre une semaine ou deux, à un moment où il y avait un climat un peu nuageux, mais chaud quand même. On a réussi à monter la serre à 35-40 et on a quand même réussi à maintenir l'humidité. Il n'y avait pas de vent non plus ce jour-là. Et là, on a réussi à se débarrasser des pucerons sur concombre courgette. Et donc aujourd'hui, les pucerons, ça me fait plus du tout peur. 35 degrés pendant 2-3 jours. Si on a des temps brumeux, on va dire, s'il y a des temps pas très ensoleillés, on va naviguer en fermant les serres, on va naviguer sur des gammes 35-40. Donc à conduire, hein, les jours où c'est nuageux, c'est pas compliqué. Sur un jour du mois de mai, du mois d'avril, du mois de mai, bah, vous fermez la serre. Si c'est un peu nuageux, avec des petits éclaircies, vous ne monterez pas au-dessus de 40. Quoi. Par contre, dès qu'il y a un bon, dès que le soleil sort des nuages une demi-heure, 1 heure, ça peut monter plus haut. Donc, fort simplement, il faut mettre les consignes à 40, mettre des aspersions, et dès que ça dépasse 40, bah, ça va s'ouvrir. Si vous avez monté vos serres à 40 degrés et que ça s'ouvre, ça ne fera pas souffrir les plantes. Par contre, si vous montez sur des gammes 45-50 et que là vous ouvrez, là ça fait souffrir les plantes. Là, ça fait des chocs thermiques qui sont un peu violents, mais jusqu'à 35-40, le fait d'ouvrir, ça ne crée pas de choc thermique sur les plantes qui génèrent de dégâts. Bon, de manière générale, si vous faites des essais, je vous invite à être très prudent. On a vite fait de faire une bêtise et de détruire une culture quand même. Normalement, on sort d'ici avec Audrey, on sort d'ici une semaine, 15 jours, là, une vidéo assez complète sur ce sujet-là. Milieu tomate, pommes de terre, et ben nous, on a vu qu'à partir de 25-30, il commençait à beaucoup mourir, et quelques heures au-dessus de 35 degrés, il commençait à le détruire. Et ça aussi, en fait, une température de 35 degrés, 40 degrés n'abîme pas du tout les cultures si vous faites monter l'humidité. Donc là, je dis qu'elle ne semble pas impacter, c'est le puceron, c'est pas forcément la culture. Si vous faites du 40 degrés trop sec sur une salade, ça va pas bien se passer. Enfin, ça va pas bien se passer, ça risque de pas bien se passer. Sur une courgette, ça va bien se passer, un concombre aussi. Mais une tomate va pas trop aimer, ça peut flétrir un peu le bout des feuilles, ça dépend de l'humidité du sol, et ça peut faire couler quelques fleurs. Quoi. Mais voilà, on a réussi à détruire des pucerons sur salade aussi, ça c'est intéressant, puisque quand vous avez du puceron sur une salade, en bio par exemple, il n'y a vraiment pas beaucoup d'outils pour se débarrasser du puceron. Et donc une salade à 35-40 degrés, 100% d'humidité, et ben en fait elle le supporte très bien. Est-ce que ça accélère pas un petit peu la montaison, etc. J'ai pas de recul là-dessus. C'est des essais qu'on va faire cette année. Oïdium, pareil, c'est un peu plus long à disparaître avec les montées en température, mais 35-40 degrés, ça fonctionne bien. Les acariens, c'est plus compliqué. On voit qu'il y en a qui meurent facilement autour de 40-45 degrés, 100% d'humidité. Et on voit qu'il y en a, certains acariens résistent jusqu'à 50 degrés. Bon, passé 55, il y a quand même plus grand monde qui survit, mais il y a aussi plus beaucoup de cultures qui le supportent bien si vous avez le moindre écart d'humidité. Donc, en curatif, monter à 50 degrés, il faut vraiment mettre beaucoup d'aspersion et avoir une serre sans trou, une serre étanche, dans laquelle vous pouvez vraiment monter l'humidité au maximum. Quoi. Et à ce moment-là, si vous avez vraiment une humidité très très saturante, autour de 95-100%, vous pouvez espérer monter à 50 degrés, tuer vraiment toutes vos pathogènes, toutes vos maladies, et ne pas faire souffrir les plantes, ou en tout cas de manière très minimale. Et la cladosporiose, pour l'instant, je ne sais pas exactement, parce que donc sur le dispositif expérimental tomate, on a eu un déclenchement de clado en fin de saison assez violent. Et on n'avait pas la possibilité de le mener en tropical, donc je n'ai pas vu comment pouvoir le détruire. Par contre, dans les serres où on avait du climat tropical, la cladosporiose ne s'est pas déclenchée. Voilà, mais je ne sais pas comment la gérer aujourd'hui. Et le milieu concombre, on arrive à l'arrêter, mais sur des gammes de température plus hautes. Pour vraiment l'arrêter, c'est 40-45, j'aurais dû le mettre d'ailleurs. Mais ce qu'on voit, c'est que quand 3-4 jours par semaine,
on arrive à monter les serres à 35-40 degrés avec beaucoup d'humidité. Et ben en fait, même si on a des nuits très froides et humides, ce qui est l'élément déclencheur du mildiou, et ben en fait, si ça remonte en température la journée, il ne se déclenche pas. Et donc nous, là, on a eu des attaques de mildiou fin août parce que on avait des journées, comment dire, nuageuses où ça ne chauffait pas et on avait des nuits froides qui étaient autour de 10-12 degrés. Et donc là, on a eu un déclenchement assez virulent de mildiou dans toutes nos serres de concombres. On a réussi à faire chauffer les serres en journée assez rapidement, quelques jours après le déclenchement de l'attaque, et on a réussi à le calmer, quoi. Il y a une serre où c'était trop développé et donc ça a abrégé les souffrances de la culture. Et sur notre plus gros spot de production de concombres, là, on a réussi à le sauver, à prolonger la culture de manière intéressante quand même toute la fin de saison. Charles Souillot a un résultat très intéressant là, qu'il est en train de mener en ce moment sur l'idium, puisque lui, il a beaucoup de clients qui font de la courgette. Ils cherchent tous les moyens de rallonger la saison et en fait, réussir à faire des montées en température. Là, comme aujourd'hui, on a un petit rayon de soleil aujourd'hui, les serres, on arrive à les monter à 35. Et ben, ils voient que c'est le jour et la nuit. En faisant ces pics de température, ça ralentit très très fortement le développement de l'oïdium. Et il y a des chances qu'on arrive à prolonger la production de 3 semaines, un mois et demi. Voilà, donc ça, c'est des résultats très intéressants. Je vous le redis, attendez la vidéo qu'on va sortir pour avoir plus de détails sur peut-être l'art et la manière de commencer à apprendre à gérer les serres en climat tropical. Et dans la vidéo, j'exposerai un peu plus en détail comment on utilise ces petits outils électroniques pour réussir à gérer les serres. Le gros truc qu'on va faire l'an prochain, c'est aussi de généraliser le monitoring de toutes les serres avec des Arduino. Parce qu'en fait, on va comprendre comment bien gérer les serres en faisant des corrélations. Ah tiens, j'ai une maladie qui apparaît. Quels étaient dans les 15 jours précédents le contexte climatique, comment j'ai conduit climatiquement ma serre. Voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que la plupart des maladies, c'est un problème de chaleur. Donc la protection biologique intégrée sur les pucerons reste sans doute intéressante. Continuer d'avoir dans son armoire quelques produits pour gérer le milieu et les pucerons en début de saison, quand de toute façon on ne peut pas monter les serres à 35 degrés, je pense que c'est important de les avoir et de les maîtriser. Mais je pense qu'à partir de mi-mai, fin mai, on n'a plus besoin de ces produits et les problèmes viennent du fait que nos serres font globalement des climats trop chauds, trop secs. Dès qu'on ouvre, c'est trop chaud, trop sec, et dès qu'on referme, c'est trop froid, trop humide. C'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Sur alors, le climat tropical a ça aussi d'intéressant, c'est que ça accélère énormément la croissance des couverts. Et on a eu des niveaux de croissance sur les cultures qui étaient quand même un peu foufou. J'ai pas envie de donner trop de chiffres, mais voilà, on a eu des pics de croissance de 70 cm sur les concombres en une semaine, pas en une journée, hein, mais sachant que c'était là des concombres avec des pas très grosses charges en fruits. Et après, quand on a commencé à avoir des charges en fruits assez vraiment monstrueuses, ça a ralenti, mais ça poussait encore très bien. Ce qu'on a vu aussi, c'est une grosse plasticité c'est assez con, j'aurais dû sortir une photo. Une grosse plasticité de la floraison, une grosse variation de la floraison en fonction des températures. Sur les concombres, on a des variétés qui sont mises à faire 3, 4, 5, presque 10 concombres par feuille. Et d'autres, ils continuaient de faire 1 ou 2 concombres par feuille. Donc là-dessus, on va travailler l'an prochain. Donc pour revenir sur le sujet des couverts, j'ai présenté ça brièvement ce matin. On avait donc fait un essai de bâchage de fauche là cette année. C'est un des essais les plus intéressants qu'on ait fait. Donc pour redonner le résultat, donc c'était une prairie. Ici, pas de fauche à partir du mois d'avril et en fait, toutes les vivaces et principalement les rumex se sont développés. On a les graminées qui sont au milieu du trèfle et qui ont fait de la paille et qui sont fanées. Donc là-dedans, en fait, dans un couvert comme ça, on pourrait faire des courges, c'est pas trop un problème, mais c'est à peu près la seule culture qu'on va réussir à faire dans un couvert aussi sale, quoi. Et la courge, il faudra la protéger avec une bâche sur le rang ou des choses comme ça.
Par contre, dès qu'on commence à faire des fauches, ce qu'on voit, c'est qu'on fait complètement varier la couverture végétale, on change les espèces et les plantes, et on va vers des petites graminées, et on va vers des petits trèfles. Il reste le pissenlit qui arrive à s'installer. Alors sur les fauches hebdomadaires, il n'arrive plus à s'installer, il reste vraiment que les petites graminées et le trèfle. Sur les fauches bi-hebdomadaires, tri-hebdomadaires, il arrive encore à survivre. Et ce qu'on voyait là, c'est que si on fauche que une fois par mois, on élimine quand même, bon, évidemment, toutes les annuelles, on arrive à éliminer beaucoup de plantes, mais on n'arrive pas à éliminer les grosses graminées et les rumex, ils survivent quand même. Et si on avait des orties, si on avait des menthes, elles arriveraient aussi à survivre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces fauches extrêmement répétitives, très répétitives et donc très chronophages, il faut les faire au début de l'implantation du trèfle, mais une fois que, et de la petite graminée, de ces plantes herbacées basses, mais une fois que le couvert il est bien implanté et qu'on a réussi à sélectionner la bonne végétation, là on peut arrêter de tondre avec des fréquences aussi élevées. Ces fréquences élevées sont donc nécessaires pour faire changer la végétation, imposer une végétation qui nous intéresse. Par contre, une fois qu'elle est installée, typiquement ici, là, tiens, ça serait intéressant d'aller prendre une photo en ce moment, puisque là, la dernière fauche, elle a été faite fin août. Et donc là, on est fin octobre, donc ça fait 2 mois que ça n'a pas été refauché. Et on a une végétation qui fait 20 cm, qui est très dense, mais qui ne montera pas au-dessus de 20 cm, quoi, qui va rester, et encore même, elle fait plutôt 15 que 20. Et donc, ça veut dire que si là, fin août, on avait planté des choux dans ce petit carré, bah, les choux se seraient développés et ils auraient dépassé le couvert, et ils auraient réussi à s'implanter dans le couvert sans qu'on ait à faire une seule fauche, quoi. Vous voyez. Donc, ce petit dispositif expérimental, l'objectif, c'était bien de voir combien de temps il fallait faucher pour détruire les vivaces, imposer une nouvelle couverture végétale. Et ensuite, là, aujourd'hui, une fois qu'on a fait ce travail-là, parce qu'on l'a fait sous serre aussi, on va arrêter de faucher, faire des fauches beaucoup plus espacées et voir à quelle vitesse se ressalit le couvert, voir s'il y a des annuelles qui poussent dedans. Mais en fait, jusque-là, tout se passe très bien parce qu'une fois qu'on a implanté ces petites plantes, enfin, une fois qu'on a imposé ces petites plantes à la couverture végétale, il est très couvrant, on le laisse se redévelopper, il est très couvrant, et en fait, il n'y a plus du tout de place pour que d'autres plantes germent, en fait. Il n'y a plus du tout de place pour la germination, et donc on a un couvert qui est petit au final, mais très dense, et donc bah, paradoxalement, il est très très concurrentiel. Et il ne laisse pas la place à la germination à d'autres plantes. Donc pour la faire très court, sous serre, on a fait le même essai avant la fauche, après la fauche, et on a obtenu la même chose en faisant des fauches toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et donc voilà, ça c'est le principal résultat intéressant de cette année. Ces 2 essais sont vraiment intéressants parce qu'ils nous montrent comment installer des couverts très propres. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit qu'on va réussir à les garder propres parce qu'au final, ce ne sont pas des couverts si fragiles que ça et qui peuvent être concurrencés si facilement que ça. Au contraire, c'est des couverts assez étouffants. Mais si vous venez planter une plante dedans et qu'elle a son feuillage au-dessus, donc imaginez un couvert de trèfle de 20 cm de haut, bah vous pouvez tout simplement venir mettre une tomate de 25 cm dedans. Et dès le début, en fait, la tomate, elle capte le soleil et elle va tout de suite monter au-dessus du couvert. Et donc, dans un couvert comme ça, bah, on peut faucher avant de planter la tomate, mais en fait, on n'a même pas vraiment besoin, quoi. Okay. Comme je l'évoquais ici, ce type de couvert, aujourd'hui, il me laisse à penser, et ça va être les essais qu'on se frotte les mains de faire l'an prochain, avec les alternants au cerf, on est motivé. Bah, dans ce type de petit couvert, on imagine qu'on va réussir à faire des oignons bulbes, de l'ail, peut-être l'échalote. Alors l'échalote a un port un peu étalé, donc ça semble plus compliqué. Les poireaux, ça nous semble tout à fait envisageable. Et puis pommes de terre, blettes. On a déjà réussi des essais de pommes de terre cette année, pommes de terre nouvelles dans un couvert un peu dégueu, avec 2-3 coups de tondeuse. C'était bien sale à la fin, mais il y avait les pommes de terre, donc on était content. La blette, céleri, choux, donc toutes les plantes intermédiaires. Les choux, on a déjà réussi. Et la patate douce, on a réussi un essai pas trop bancal cette année. C'était un peu limite la concurrence, parce que la patate douce, c'est un feuillage qui pousse pas très haut. Mais elle a réussi à faire son trou. C'est au démarrage, on sent qu'elle a beaucoup souffert. Enfin, elle a pris du retard au démarrage par rapport aux patates douces qu'on avait sur bâche.
parce qu'elle a eu du mal à commencer à faire surnager son feuillage au-dessus du trèfle. Parce qu'en fait, la patate douce a des feuillages au même niveau que le trèfle au démarrage, quoi. Et donc, elle a souffert au début, elle a pris du retard, mais une fois qu'elle a commencé à lui faire 5-10 feuilles qui faisaient de la photosynthèse, et ben, elle a commencé à prendre le dessus sur le couvert et elle s'est bien imposée. Je vous montrerai une petite photo après. Donc voilà, je reviens pas sur les essais de bâchage, mais voilà, l'idée de cet essai, c'était de vraiment comparer l'impact du bâchage sur la végétation et l'impact de la fauche sur la végétation. Et donc, voilà, on a juste redémontré ce qu'on a toujours vu dans le réseau maraîchage sol vivant, bah, c'est que si on bâchait pas assez longtemps, on tuait les petites plantes pas trop agressives et on favorisait les très grosses plantes, quoi. Et il fallait des bâches très longues, 3, 4, 5 mois en période poussante pour réussir à tout détruire. Et on ne détruisait pas bah, les chardons, par exemple. S'il y avait des rhizomes qui venaient de l'extérieur du bâchage, ils ne mourraient pas. Alors qu'avec la fauche, et ben en fait, on voit que on arrive à détruire les chardons. Et d'ailleurs, les chardons, c'est une des plantes qui disparaît le plus vite. Après 4-5 fauches, ils ne supportent pas la concurrence avec le couvert. Donc, c'est le chardon, une plante très très embêtante quand elle s'installe dans des systèmes en MSV et qu'on a des bâchages. Par contre, dès qu'on a de la gestion au couvert, et ben en fait, c'est plus du tout un problème. On se débarrasse de lui assez vite, bon, à condition de le faucher partout où il est implanté et où les rhizomes sont interconnectés. Donc voilà, les résultats vraiment intéressants de cette année. Derrière, là, vous pouvez voir sur cette photo, tiens, on voit la culture de courge qu'on a fait cette année. Je vais vous en montrer une vidéo à l'implantation. Pof, 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 elle est où ma photo? Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, elle est là. Hop. Donc, alors cette année a été très compliquée pour les courges parce qu'on les a plantées, elles sont restées presque 1 mois et demi à végéter et à pas pousser. Et donc pendant ce temps-là, on a fauché, fauché. Alors là, ça a été implanté avec un passage de motoculteur sur le rang, de 30 centimètres de large. On a planté les courges et après, pendant 1 mois et demi, on les a regardées ne pas pousser. Et on est venu tondre dans l'interrang. Et arrivé à ce stade-là, là j'ai la date, le 3 juillet. Là, enfin, le 3 juillet, elles se sont mis à pousser. Et après, on n'a plus rien fait. Et globalement, bah, ça s'est plutôt bien passé. On aurait aimé avoir un peu moins de grosses graminées, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont peut-être généré un petit peu de concurrence. Mais globalement, c'était bien. À la fin de la saison, quand on regarde la culture, ça semble vraiment une culture dégueulasse et très enherbée. Mais il y a le rendement, en fait. Le rendement est là parce que notre courge a réussi à prendre le dessus. Donc ça, c'était très satisfaisant. On pense que l'an prochain, pour se faciliter le boulot, on va mettre une petite bande de bâche sur le rang, une bande de 30 centimètres de large avec un trou tous les mètres. Et on va sans doute essayer les semis. Donc dérouler la bâche, enfin tondre un coup, dérouler la bâche, et sur le trou, mettre une pelle de compost, de graines, et on va lancer ça comme ça parce que on a un débouché sur les courges, on aimerait en faire pas mal, et si on arrivait à conduire un itinéraire semis avec cette approche-là, bah, on commence à être sur des choses assez intéressantes, hein, pas d'engrais, pas de travail du sol, pas d'apport de matière organique et pas de plan parce qu'on est sur du SMIC. Et donc on a besoin d'une bâche et de quelques pelles de compost et de, allez, si le couvert a été bien tendu en amont de l'implantation de la culture, 2-3 passages de tondeuse. Si l'année est moins pourrie que cette année, 2-3 passages de tondeuse vont suffire pour maintenir le couvert un peu ras, en attendant que la courge commence à faire 5-10 feuilles. Et une fois qu'elle a fait 5 ou 10 feuilles, elle est capable de prendre le dessus sur n'importe quel couvert. Donc la courge, très bonne culture pour tester, démarrer sans trop se prendre la tête. Un des secrets, c'est de faire très attention sur l'irrigation. Dès qu'on va laisser le sol sécher un tout petit peu, bah évidemment, la présence du couvert va sécher le sol plus vite et on va avoir une forte perte de croissance et sur la culture et sur le couvert. Enfin, tout le monde va caler, quoi. Et donc, il faut vraiment lever le facteur limite en haut sans pour autant détremper le sol. Donc, il faut être assez généreux sur l'eau quand même. Voilà, donc ça, je vous l'ai montré. C'est le petit diaporama. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à montrer en plus? Non, bon, je ne crois pas. De toute façon, là, avec tous les alternants et les stagiaires, on va faire une longue vidéo en fin d'année
sur toutes ces petites études qu'on a fait. Je reviens donc sur mon mémoire de fin d'études. Pour vous montrer en couvert ce qu'on a obtenu et un autre résultat intéressant qu'on a obtenu sur le couvert. Donc je vous ai montré le dispositif expérimental avec toutes les menthes, les orties, les graminées, les intrants en matière organique morte et donc les mesures de croissance. Alors pour interpréter correctement ce graphique et cette courbe de croissance qui est quand même qui fait pas mal le yo-yo, on a eu quand même au moment de l'implantation un peu de soleil, on avait des belles semaines, ça poussait pas trop mal. Et là, on s'est mis vraiment à avoir 3 semaines de temps pourri dégueulasse. Et en parallèle, on a fait un peu une bêtise, c'est qu'on avait mis notre sonde d'irrigation et comment dirais-je, quand on implante notre sonde d'irrigation Hunter, là, on avait fait un trop gros trou. On avait mis la sonde, enfin un trop gros trou, on avait fait un trou assez gros, on avait mis la sonde. On avait arrosé pour que la terre colle bien la sonde. Et en fait, ce qui se passe en faisant ça, c'est qu'on avait détruit les racines du couvert et des tomates qu'il y avait autour de la sonde. Et en fait, la sonde, elle est restée saturée en humidité pendant longtemps, alors qu'à l'extérieur, à côté de l'endroit où on avait fait le trou, bah, en fait, le couvert et les cultures avaient pompé très rapidement l'irrigation, malgré qu'il ne fasse pas très beau. Et donc, on a eu une descente de croissance assez forte, parce qu'il n'y a pas eu d'irrigation pendant quasi 3 semaines, et en plus, on avait un temps pourri. Donc malgré qu'il y avait un temps pourri, bah, il n'y avait pas du tout d'irrigation, donc ça a réussi à assécher le sol, stopper la fertilité. Et donc là, on a re-irrigué à partir de la semaine 25, il s'est remis à faire un peu plus beau, et on est arrivé au mois de juillet là, avec un sol qui était bien reparti, des tomates qui étaient bien reparties. Et donc on est monté jusqu'à un pic de croissance à 37 cm semaine. Sur les modalités, donc on avait donc c'est double MO, donc c'est double BRF, et gazon qu'on régénère la couche de gazon quasiment tous les 3 semaines. On en remet 10 cm tous les 3 semaines. Donc là, on est sur des analyses de sève qui nous disent qu'on est vraiment saturé en nitrate et avec des niveaux d'azote organique assez élevés. Et on voit crescendo, bah, la modalité qui poussait bien, mais un petit peu moins quand même, c'était le BRF avec une seule dose. Et après, bah, tout ce qui était mélange de couverts, graminées, qui se comportait plutôt bien. Et à la fin, bah, les couverts les plus concurrentiels, alors l'ortie, on n'a pas mesuré, mais la menthe et le témoin, où on n'a pas remis ni couvert ni matière organique depuis 3 ans, où là, on a quand même clairement un cycle de la fertilité qui commence à patiner. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un différentiel, vous voyez, même au moment où ça poussait le moins bien et au moment où ça poussait le mieux, on a un différentiel du simple au double, voire un petit peu plus en termes de croissance entre nos modalités extrêmes, entre les modalités extrêmes. Et pourtant, quand on a commencé à... Donc ça, c'est la croissance, ça, c'est la largeur de liane. Alors, on a eu une baisse assez continue et régulière de la largeur de liane tout le long de l'année. Et ça, je l'attribue plus au variétal qu'au climat ou au problème d'irrigation, parce que vous voyez, on n'a pas eu du tout le même type de courbe entre la croissance, où là, on arrivait à lire les événements climatiques et les erreurs de conduite, alors que sur le diamètre de liane, bon là il y a 2 points qui, à mon avis, sont des artefacts, mais on avait une descente régulière. Ici, là, une baisse, je l'explique pas trop. Bon. Ah si, ça c'est quand on a fait la première descente. Ça c'est quand on a fait la première descente et le premier effeuillage. Le premier effeuillage, ça secoue un peu les cultures quand même. On a eu une perte de diamètre de liane. Donc on a eu une diminution assez régulière du diamètre de liane. Donc ça, je suis très curieux. L'an prochain, on va faire des essais variétaux et je suis très curieux de voir si toutes les variétés se comportent de la même manière. Parce que c'est quand même le jour et la nuit en termes de comportement entre la croissance de la liane et son diamètre. Donc on croit sentir qu'il y a des paramètres physiologiques qui dépendent quand même pas du tout de la même chose, alors qu'entre diamètre et croissance, on pourrait se dire que c'est intimement lié, que ça va être corrélé. Bah, en fait, là, il semblerait bien que non. Voilà. Et ensuite, on a commencé à faire les calculs de rendement, donc mesure de charge en fruits. Alors, on a surtout mesuré le nombre de bouquets sur toutes les modalités.
Et après, bon, je vous épargne toutes les statistiques horribles. Et le rendement. Et ce qu'on voit, bah, c'est qu'en fait, on est sur un rendement dans un mouchoir de poche qui navigue à 10-15% de différence entre les modalités les plus poussantes et les moins poussantes, alors qu'on avait un différentiel de plus de 100% sur les croissances. Et donc, on n'a pas du tout de corrélation si propre que ça. Alors, il y a une corrélation, mais en tout cas, elle n'est pas du tout du même ordre de grandeur, puisqu'on voit qu'effectivement, ce qui est en tête, c'est là les WMO en vert kaki et les gazons en vert émeraude, là, je ne sais pas comment on dit. Donc là où on avait quand même les meilleures croissances, c'est là où on a le plus grand nombre de bouquets, les plus grosses charges en fruits, et puis c'est quand même là qu'on a les meilleurs rendements. Mais par exemple, par rapport au mélange de graminées qui avait 2 ans d'implantation, bah, ça se joue dans un mouchoir de poche, quoi. C'est quand même pas extraordinaire. Et par rapport à la menthe, bon, bah voilà, on a 20% de rendement de différence et c'est pas foufou, quoi. Voilà. Donc ça pose beaucoup de questions intéressantes. C'est qu'en fait, il n'y a pas forcément une corrélation forte entre croissance végétative et rendement. Bon, ça, on le savait un peu dans la tomate, hein, mais on peut avoir des tomates très très végétatives qui n'ont pas forcément beaucoup de fruits. Mais nous, aujourd'hui, là, le questionnement, c'est de se dire qu'on a des plantes avec des capacités de développement végétatif très très importants et que possiblement, elles ont des charges en fruits parce qu'elles ont été sélectionnées pour avoir un certain nombre de fruits par bouquet, des fruits d'une certaine taille. On a possiblement des charges en fruits trop faibles. Et ça, j'ai commencé à le voir chez des producteurs avec qui je travaille en serre chauffée, où on a pris des variétés, notamment de tomates cerises, avec des charges en fruits très importantes, qui sont réputées avoir des charges en fruits peut-être trop importantes pour que les cultures, pour que la plante arrive à porter tous les fruits. Et ben en fait, nous, on n'a aucun problème, quoi. En sol vivant, on arrive à très très bien nourrir tous les fruits et à pas perdre de fruits sur les grappes, quoi. Donc, on va explorer ça l'an prochain, augmenter la charge en fruits et tester ça en gardant toutes les modalités, quoi. Donc, possiblement, on va installer une vingtaine de variétés de tomates sur chaque modalité de culture, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Hop, on va revenir à la galerie photo. Donc ça, c'est le plein champ. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre d'intéressant? Alors, vous pouvez aller, hein, pour le rappeler, si vous allez sur le site du normandie.maraîchagesolvivant.fr, il y a un lien de ressources vers l'album photo du réseau MSV et il y a toutes nos photos. Vous verrez tout ça. Alors, il faut se repérer un peu dans les serres, mais bon, peu importe. Notre grande serre, elle est où? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, je voulais aller sur le site 1. Paf. Et c'est la serre 3. Hop, on va se la prendre au mois d'août, là où c'était un peu en pleine croissance. Et là, normalement, on a des photos de fruits. Ah, mais ça, c'est pas la bonne variété. Si, alors, on va essayer de zoomer un peu, mais voilà. Donc ça, c'est une serre, en fait, serre vert avec des vitres cassées que j'ai mené fermée tout l'été, parce qu'en fait, comme j'avais des vitres cassées, ça montait jamais au-dessus de 40-43 degrés, quoi. Et donc, sauf les jours de canicule où vraiment il faisait très très chaud, mais sinon, voilà, la plupart du temps, je laissais juste la serre fermée. Elle s'autorégulait toute seule. Et on a réussi à avoir des charges en fruits assez importantes. Alors bon, ça, la photo rend pas tout à fait honneur, mais bon, en gros, il y a les fruits sur toutes les feuilles. Tout le monde est là. Et non, j'ai malheureusement pas trop d'autres photos. Désolé, j'ai pas super bien préparé cet aspect-là. Ici, est-ce qu'on en a? Non, pas plus que ça. Mais voilà, bon, on a réussi à avoir des jolies charges en fruits quand même. Et le tout en couvert. Et ça, c'était les concombres avec les pucerons quand ils étaient en train de s'en prendre plein la tronche. Ils étaient vraiment en train de mourir. Et dès qu'on a réussi à se débarrasser des pucerons, on a eu des niveaux de croissance très très importants. Donc voilà, voilà. Peut-être que je peux vous sortir sur le site 2, sur la quintube, si j'arrive à les retrouver. Cette serre-là. Nos essais de salade de l'hiver dernier. Paf.
paf, 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 paf. On doit en avoir ici. Non, ça c'est que des essais sur bâche. Tac, tac, ça va être ici. Non, c'est pas ici non plus. Bon, désolé. Je vais les chercher pendant qu'on fait la séance de questions-réponses. Mais voilà, c'est un peu tout pour moi. Si vous avez dit, on peut attaquer les questions. Hop. Bonjour, alors je découvre complètement cette technique d'implantation en couvert permanent. Je suis juste étonnée d'une chose là par rapport aux orties. C'est pas trop pénible de travailler avec des orties partout? C'est pas trop humide de. Non, c'est pas trop pénible en termes de que ça soit urticant. Ah non, les orties, ça représente 2 andins sur une modalité. Bah si, c'est des orties, ça pique les pattes. Donc non, non, ça représente 20 pieds de tomates. Quoi. On a gardé le couvert parce qu'il s'est imposé de lui-même, et puis que ça représentait une plante très concurrentielle. Et donc c'était un test un peu extrême pour voir si malgré tout la plante allait s'imposer dans des orties. Quoi. Mais non, le but, je vous conseille pas d'implanter des couverts d'orties. C'est pas la meilleure idée du monde. Ça reste de l'expérimentation sur ce sujet précis. Merci, c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai entendu. J'ai une question au niveau de la température, de la gestion pour maintenir. Donc, je comprends qu'il faut quand même une sacrée installation pour l'humidité. Donc, la complexité de cette installation, le coût, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment disponible pour donc une exploitation qui n'a pas trop de moyens? Et puis aussi au niveau du contrôle de la température, est-ce qu'il faut constamment donc être contrôlé un petit peu, d'être là, d'ouvrir, de fermer? Est-ce que c'est pas en fait un casse-tête général qui est très difficile à gérer à moins qu'on soit constamment là? C'est ça. Alors pour reprendre un peu l'historique du truc, c'est que ça fait 3 ans que je voulais faire du climat tropical. Et en fait, bêtement, j'ai perdu 2 ans en faisant venir des vendeurs de serre. Il y en a notamment un qui m'avait appelé une fois en me disant que lui, il avait des automatismes de fou, qu'il était trop fort et il voulait que je lui fasse la promotion de ses serres. Je lui dis d'accord, installe-moi une gestion tropicale dans ma serre et je ferai la promo de tes serres. Bon, bah, je l'ai jamais revu. Et puis, je savais pas trop comment m'y prendre. Puis, au Serre de Marcel, j'ai beaucoup de dossiers en parallèle, tu vois. Et puis, en fait, au détour d'un groupe WhatsApp, j'ai un collègue du réseau qui était un ancien électrotechnicien qui m'a dit, mais tu sais, François, ça devrait être assez simple. Un contrôleur d'irrigation, c'est juste du 24 volts alternatif qui passe pas. Si tu mets une sonde relais entre deux, bah, ça va bien se passer. Avec des sondes sol, tu peux contrôler ton irrigation. Je t'assure, c'est vraiment pas très compliqué. Moi, j'ai installé des trucs. Ta conduite climatique, on en discute et on devrait pouvoir s'en sortir. Et donc, on s'est appelé, on a discuté une demi-heure et oui, en fait, il m'a donné 2-3 clés. Et je me suis dit, mais je suis bête. Pourquoi j'ai été perdre autant de temps avec des incompétents de vendeurs de serre qui n'en ont rien à secouer de mes affaires? Et donc, j'ai été acheter moi-même du bricolage sur Amazon et je me suis débrouillé avec. Donc, en fait, ça ne coûte pas cher du tout et ça peut être adapté à tout type de serre. C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que toi, tu as des serres avec des automatismes ou tu es sur des serres sans automatisme? Sans. T'as pas d'automatisme, ouais. Mais tu as un contrôleur d'irrigation quand même. Non. Je Ah fais non, tout ça bon, je mets ma main dans le sol. tu quoi? Mon irrigation, je la fais complètement de manière intuitive, en regardant mes plantes, en touchant mon sol. Je veux dire, mais bon, si je devais partir sur cette direction, je comprends qu'il faudrait que je mette en place des contrôles et bon, voilà. Mais tu as un programmateur ou tu déclenches tout en manuel? C'est tout manuel.
D'accord, tu as tout le manuel. Après, j'imagine des serres, t'en as pas des hectares. Dans les programmateurs, tu as les plus petits programmateurs de chez Hunter, les 6 voies, tu vois, pour contrôler 6 électrovannes, ça doit valoir 200 balles. Une électrovanne en 32, ça doit être 30 euros, tu vois. Bon, c'est pas le bout du monde, tu vois. C'est du 24 volts. Bon, non, là, les trucs Hunter, c'est du 9 volts. Ça fonctionne avec une pile, des électrodes en 9 volts. Enfin, tu vois, c'est des trucs assez simples. C'est pas non plus du monde. Voilà, c'est vrai que nous, on a des programmateurs, là, les Rendia, les Ritop. Ouais, ça vaut 1000 balles pièce. Voire un peu plus même, pour avoir des 12 voix, des 24 voix sur les grandes serres, quoi. Mais après, bon, c'est quand même une tranquillité. Aujourd'hui, tu vois, l'irrigation, je gère rien. Enfin, là où on a installé les sons, c'est vraiment que de la surveillance. Et après, ça dépend de ton contexte. Si tu es sur... Ah, désolé. Vous m'entendez? C'est Oui, revenu? oui, c'est bon, c'est revenu. Ah, je sais pas. Ma fenêtre de Ok, navigateur a planté, mais c'est reparti. c'était assez clair. Tu m'entends? Ouais, ouais. Si tu peux aussi répondre au niveau de la chaleur, donc de maintenir ces 35 plus 35, disons à 40 Ouais, pour ouais. quelques jours. Ben, Là aussi. tout je finis sur l'irrigation. Et en fait, de quoi on apprend attends, il faut que je repartage l'écran. Tac, 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 tac. Hop. L'écran, partager. Hop. En fait, très principalement, ce dont on a besoin, c'est cette sonde relais humidité-température. Tu programmes les seuils, donc tu lui dis à partir du moment où il fait plus de 35 degrés et moins de 75% d'humidité, bah, laisse passer les programmes d'irrigation. Donc, tu vois, moi, j'ai 9 programmes sur mes programmateurs là, par jour. Je peux mettre 9 programmes par jour. Je mets 3 programmes le matin pour faire des irrigations longues en aspersion pour mouiller le sol. Ça, c'est contrôlé par la sonde sol. Alors, les sondes Hunter, elles valent quand même 200 balles. Alors, elles piquent un peu. Là, on est en train de tester des sondes chinoises à 30 balles, voir si ça fait le même boulot. C'est la même gamme. Bah, celle-là, là, c'est la STC 3008. Euh, c'est une sonde sol. Non, ça, c'est une sonde température. Mais il y a la même chose. Ils ont aussi une sonde dans les gammes STC. Là, vous trouvez ça sur Amazon, là où on achète toutes les chinoiseries, sur Made in China et tout ça. Et ils ont une sonde sol. Je vous garantis pas que ça fonctionne. J'en ai acheté 3. Là, on va les tester. Et donc le principe, c'est que tant que la sonde considère qu'il n'y a pas les bonnes conditions, elle va pas aller mettre d'aspersion. Et donc cette sonde, elle me permet d'humidifier l'atmosphère avec 6 programmes que je mets entre 10h et 18h. Et en fin de saison, je retire celui de 18h. Après, je retire celui de 15h pour essayer de ne pas se retrouver avec trop d'humidité la nuit. Si on a une seule voie, au lieu de mettre un programmateur, on peut mettre un relais électrique. C'est-à-dire si tu as une seule électrovanne, en fait, ce que tu peux faire, c'est utiliser un relais temporisateur électrique, ça vaut 25 balles. Et derrière, tu mets une sonde comme ça, et ton relais, il va envoyer, je sais pas, 2 minutes toutes les 45 minutes. Et si les conditions d'humidité sont pas réunies pour déclencher l'irrigation, parce qu'on est dans des bonnes conditions, il n'y a pas besoin d'en mettre d'eau, bah, ça se déclenche pas. Voilà. Et après, ça, c'est des horloges, c'est aussi des horloges relais pour contrôler du chauffage. Et pareil, ça vaut 25 balles, quoi. Et avec ça, tu peux laisser passer un signal ou l'arrêter sur 8 programmes dans la journée, quoi, 8 plages horaires dans la journée. Et donc, en fait, t'as quand même une certaine souplesse tu peux déjà bricoler beaucoup de choses avec des trucs à 20-25 balles, tu vois. Donc là, pour moi, pour la conduite climatique tropicale, on est sans le programmateur, on est à 150 euros d'équipement en comptant le temps, tu vois, la demi-journée qu'il faut pour installer ça. Et sur un contrôleur de base, bah, tu vas être quand même ouais, sur les Rendial Iritop, tu es à 100 euros le coût du contrôleur par Electrovan à peu près. Chez Hunter, tu vas trouver des trucs un peu moins chers. Après, tu as des machins Gardena et tout ça aussi. Hein. Si tu as 2-3 Electrovan, ça fera le boulot. Hein. Et puis, et alors après, sur la gestion, bah, en fait, une fois qu'on a fait ça,
les irrigations se déclenchent tout seuls en aspersion pour humidifier l'atmosphère quand c'est trop sec. Les programmes du matin, je mets des programmes longs, donc qui ne sont pas déclenchés par la sonde atmosphérique, mais qui sont déclenchés par la sonde sol. C'est-à-dire que dès que la sonde sol est dit que c'est trop sec, bah, va laisser se déclencher les programmes, donc ça déclenchera aussi bien les programmes d'aspersion de l'après-midi que les programmes longs du matin. Mais généralement, dès qu'il y a un programme long du matin qui est déclenché, bah, la sonde elle se resature et c'est plus elle qui autorise le déclenchement des électrovannes. Donc voilà, je réexpliquerai un peu tout ça dans la vidéo qu'on va mettre sur YouTube. Après là, j'ai pas eu le temps de faire tous les schémas, etc., etc. Bah, on discutera là, tout ça de cet hiver. On va faire des formations au CERF de Marseille en décembre et en janvier sur tout ça. Et puis quand j'aurai le temps, bah, j'essaierai de refaire une vidéo pour présenter tous les branchements possibles. Et puis sinon, voilà, faut se trouver un copain qui bricole un peu en électricité. C'est quand même pas des branchements très très compliqués. Et donc en termes de surveillance, non, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Et alors sur une serre où tu n'aurais aucun automatisme, bah, par exemple, le problème, j'imagine, sur ta serre, c'est que tu as une grosse diversité de cultures. Non, c'est pas nécessaire. Si je fais un truc comme ça, à la limite, je préfère spécialiser pour que ça corresponde bien à l'effort. Ouais, bah c'est un peu plus dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est bien, je dis aujourd'hui, j'ai le sentiment moi que par exemple les tomates vont préférer une gamme 35-40 degrés, mais pas beaucoup plus, avec des niveaux d'humidité pas si élevés que ça, autour de 70-75%. Alors que courgettes, concombres, on a vu des augmentations de développement végétatif jusqu'à 50 degrés, tu vois. Et par contre, avec des niveaux d'humidité assez forts. Donc, si on y réfléchit, en fait, on peut mettre une tomate et un concombre et une courgette dans la même serre, mais on va garder la température la plus basse de 35 degrés pour pas trop stresser la tomate. Et donc, comment on fait avec une serre sans ouvrant? Bah, en fait, pour moi, la logique, elle est très simple. C'est qu'on ouvre tout doucement les côtés de la serre au fil de la saison. Et, et après, bah, on peut quand même faire des ouvertures et des fermetures manuelles. Mais en fait, ce qu'il faut éviter, c'est les pics de trop haute température. Et donc, il faut apprivoiser un petit peu sa serre en mettant un thermomètre et se dire, tiens, bah, si mes ouvrants latéraux ou si c'est un tunnel fraisier, tu vois, on va soulever un peu la bâche sur les côtés. Et ben, il faut essayer de connaître le comportement de sa serre en fonction des saisons, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, et savoir que si elle est ouverte de 10 cm au mois d'avril, bah, elle va chauffer au maximum à 35-40. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu trouves les ouvertures minimum qui te permettent de faire des montées en température en fonction des saisons, mais qui chauffent pas trop haut, quoi. Quand tu es au mois d'avril, quand tu es au mois de mai, de combien il faut que j'ouvre ma serre pour qu'elle monte pas au-dessus de 35 degrés, de combien il faut que j'ouvre pour qu'elle monte pas au-dessus de 45. Et c'est pour ça qu'il faut apprivoiser un petit peu ces serres, tu vois. Il faut les tester parce que c'est pas des choses qu'on connaît de nos serres, quoi. On sait pas. Voilà. Et après, si tu as des ouvrants, pour ceux qui ont des ouvrants automatiques très rudimentaires avec des consignes de température très simples, juste une consigne 25 degrés et puis mais pas d'ouverture jour-nuit, enfin voilà, un truc très très simple, juste contrôlé par une consigne de température. Ce sur quoi on peut jouer, c'est l'amplitude des ouvertures. Parce qu'en fait, dans la plupart des moteurs d'ouvrants de serre, généralement les fabricants ils vous vendent des serres avec des ouvrants qui vont s'ouvrir du bas jusqu'en haut. Mais en fait, personne ne vous a obligé à garder ces ouvertures aussi grandes que ça. Vous pouvez très bien, généralement sur les moteurs, on peut régler régler les bornes, les butées. On peut régler les butées de la course des moteurs pour faire en sorte que le moteur ne s'ouvre pas à plus de 40 cm, pas à plus de 50 cm, pas à plus de 60 cm et que vos ouvrants latéraux n'ouvrent pas en grand. Et donc, nous, on a un tunnel comme ça et donc, on a modifié les réglages. Ce qu'on a compris, c'est un bitunnel pied droit avec juste une consigne très simple, un automatisme très ancien qui date des années 80. Ce qu'on a compris, c'est que
si la serre, les latéraux étaient ouverts de 40 cm, la serre, elle montait jamais au-dessus de 40 degrés. Et si on ouvrait les latéraux de 60 cm, la serre, elle montait jamais au-dessus de 35 degrés. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis on a laissé la consigne à 35 degrés. À partir de 35 degrés, ça s'ouvre de 40-50 cm, mais pas plus. Et donc, ça refroidit pas, ça redescend pas avant 25 degrés. Ça évite que la serre, elle ouvre, elle ferme et yoyote toute la journée, là. Et en fin de journée, quand la température refroidit, elle se referme normalement et c'est tout. Et après, là-dessus, dans cette serre-là, on a quand même un vieux programmateur sur lequel on a réussi à mettre une sonde relais et donc on arrive à déclencher des programmes d'aspersion. Et ça, c'est un peu la difficulté, c'est que si on n'a pas une sonde atmosphérique, les semaines où il fait moche, on risque, il faut venir éteindre les programmations, quoi, parce que sinon on va saturer le sol en flotte, quoi. Voilà. Et on risque là, par contre, de laisser apparaître des maladies facilement, parce qu'on va être les nuits où il fait les semaines où il fait moche, généralement il fait froid, et donc on va être et si on laisse les aspersions se faire sur les cultures d'été, là on va faire du froid très humide et là on risque de déclencher les maladies. Donc c'est vrai qu'il y a une petite difficulté, nos serres sont pas parfaitement adaptées. Nos serres sont pas adaptées à faire ce type de climat puisqu'elles ont tendance à toujours faire l'inverse, à chauffer l'air et à le sécher, et dès qu'on ferme, elles ont tendance à stocker l'humidité, quoi. Donc ouais, un minimum d'automatisme. Mais voilà, pour te rassurer, c'est pas des milliers d'euros, hein, c'est voilà, pour quelques centaines d'euros, tu peux te payer ce type d'automatisme. Et quand tu comptes les heures que tu passes à ouvrir et fermer tes serres, pour moi, c'est un investissement juste. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour gérer son irrigation et gérer sa conduite, quoi. Après, le prix des moteurs, si tu n'as pas de moteur pour ouvrir et ferme automatique, ouais, le prix des moteurs, ça pique un peu, quoi. Mais bon, ouais, les automatismes, je pense qu'on a des gains de rendement, on a des choses à faire, et ça vaut le coup d'investir dedans et d'apprendre à le faire. Après, il faut étudier chaque contexte. Mais voilà. Oui, je reviens sur ce que vous montrez là par rapport aux cultures de tomates. Le couvert végétal, en fait, il est juste en l'inter-rang et pas dans le rang. C'est normal? Oui. Alors ça, c'est une spécificité de la serre où on fait des essais. Parce que c'est une serre qui avait déjà des dalles de béton, en fait, quand j'ai acheté le site, des serres de Marseille. Puisqu'en fait, c'était une serre où il y avait des tables chauffantes, oscillantes, et il y avait une dalle de béton entre chaque table pour aller ramasser les plants, puisque c'était les serres de Marseille, historiquement, c'était un site de production de plants de fleurs et de plants de légumes. Et donc, dans cette serre-là, il y avait une dalle de béton tous les 1,80 m. Et donc, le couvert, on s'est pas amusé à détruire les dalles de béton. Le couvert, il est que au pied des tomates. Par contre, dans toutes les autres serres, il est en pleine couverture. Et une autre question, vous parlez de croissance des végétaux et par rapport au fauchage, donc qui va apporter essentiellement de l'azote, est-ce que vous faites un apport de potasse? Un apport de potasse? Oui. Non, en fait, là, notre logique aujourd'hui, c'est d'essayer de développer. Donc, ce qu'on a fait au CERF, c'est de développer des systèmes où on réutilise la technique des intrants massifs que je développe depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on fait des gros apports en matière organique pour stabiliser la structure du sol en mettant assez de matière organique dans le sol. Et ensuite, derrière, on part sur des systèmes en couvert permanent et on n'a aucun engrais, quoi. Il n'y a aucune fertilisation, aucun engrais, il n'y a rien du tout. Et la piste que j'évoquais avec les graminées, la menthe et les orties, c'est que là, on essaye de voir quelles sont les plantes les plus poussantes, les plus agressives, les mieux enracinées, qui permettraient de développer des systèmes auto-fertiles, mais sans passer par l'étape d'intrants massifs où on va mettre beaucoup de matière organique au début pour régénérer les sols. Donc, comme je disais, dans des contextes, par exemple, là, au Bénin, je suis en train d'essayer de lancer un essai. Il n'y a pas de filière de matière organique, il n'y a pas d'épandeur, il n'y a pas de transport de matière organique, tout est très compliqué. Par contre, trouver une graminée locale qui pousse assez bien et qu'on peut faucher à la main, ça c'est possible. Et mettre de l'irrigation dans beaucoup d'endroits, c'est possible. Donc, là, l'idée, c'est de prendre un terrain très dégradé, désertifié, d'aller installer cette graminée, d'y faire pâturer les animaux quelquefois, de commencer à régénérer le sol,
et d'aller implanter des cultures d'été dedans et ensuite d'avoir un fauchage soit mécanisé, soit manuel. Mais voilà, d'éliminer tous les intrants liés aux apports de matière organique, liés aux engrais, et qui en fait dans ces contextes-là sont très difficiles à trouver, quoi. Et même dans des contextes comme la Martinique, par exemple, qui est quand même un territoire français, c'est pas facile de trouver la même chose qu'en France, quoi, en métropole, en termes de matière organique, en termes d'intrants. Et par contre, on a beaucoup de chaleur et beaucoup de soleil, et là, ça aurait du sens de développer des cultures dans des couverts végétaux assez agressifs, assez concurrentiels, mais qui régénèrent très bien les sols. Moi, j'avais une question. Est-ce que, en fait, ça fait écho à la présentation d'avant qui parlait plutôt du roulage des couverts. Et du coup, je me demandais si vous aviez fait des essais de roulage des couverts à la place de la fauche ou si vous envisagiez d'en faire au Serre de Marseille. Alors, on n'a pas fait de roulage parce que c'est une très bonne question. On n'a pas fait de roulage parce que j'ai voulu explorer la tondeuse. On n'a pas fait de roulage parce que je sais, mais c'est vrai que ça mériterait d'être démontré. Ça serait intéressant. En plus de l'essai de fauchage et de bâchage qu'on a fait, ça serait très intéressant qu'on ait développé une modalité roulage. Mais je sais très bien, par exemple, que le Rumex, le roulage, ça le fait rigoler, tu vois. Et il en a vraiment rien à faire. Et donc, comme moi, mon principal souci ici au CERF, c'était de me débarrasser des Rumex dans le couvert, ou des grosses graminées végétatives qui, rien qu'avec leur végétation, font 35-40 cm de haut. Je savais très bien que le rouleau, ça allait le faire marrer, quoi, tu vois. Par contre, là où ça peut commencer à prendre sens, c'est une fois qu'on a implanté un très beau couvert de trèfle, écrabouiller un trèfle pour l'obliger de se régénérer avec juste un passage de rouleau et non pas une tondeuse, c'est peut-être envisageable. Et parce qu'effectivement, avec un rouleau plat et quelques petites dents, tu arriverais à abîmer un trèfle pour le défolier et l'obliger à se régénérer exactement comme une tonte. Donc, je t'avoue que c'est une bonne question parce que ça m'est traversé l'esprit une fois ou deux et pour l'instant, on est resté à la tondeuse. Et c'est vrai que la tondeuse, ça marche bien, à l'exception de, des fois, tu vois, dès que c'est un peu humide, ça s'arrête pas de bourrer dans le couvert de trèfle. On a encore un peu de mise au point à faire là-dessus. Et c'est vrai qu'on pourrait résoudre le problème peut-être avec un rouleau. Mais il faut garder en tête que toutes les technologies de rouleau, elles ont été développées pour des plantes qui étaient montées en graines et qui faisaient une paille qu'on allait casser et qui allait pas se relever, quoi. Enfin, qui étaient montées en floraison, à minima en floraison. Mais ça pourrait. Et donc, nous, dans une situation où on aurait une menthe assez haute ou un trèfle déjà assez haut, ouais, ça pourrait fonctionner, quoi. Par contre, c'est la tondeuse qui s'impose dans la phase de sélection des plantes pour imposer des plantes gérables en couvert. Mais ouais, à noter. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Eh ben, si j'ai été si clair que ça, alors on se donne rendez-vous l'an prochain parce que tout le monde va faire des essais. Et puis il est déjà 18h. Non, voilà, je vous dis, là, assez rapidement, on va sortir une vidéo sur les climats tropicaux. Il y a encore beaucoup de boulot et je vous le redis, faites attention à ce que vous faites. On a vite fait de cramer une culture. Malgré tout, si vous avez des attaques de pucerons, des mildious, c'est vraiment là où c'est les deux situations où c'est le plus simple d'utiliser les montées en température. Vous fermez vos serres en fin d'après-midi ou au milieu d'après-midi. Par exemple, je sais pas, vous avez du mildiou sur une attaque de tomate, sur une attaque de mildiou sur la tomate, un peu de bonne heure dans la saison. Vous pouvez peut-être fermer vers 15h, 16h la serre. Elle va monter en température à 35-40, mais comme vous êtes en fin d'après-midi, elle va pas avoir le temps d'énormément chauffer, quoi. Vous voyez? Et vous faites ça 2-3 jours d'affilée, que ce soit mildiou ou puceron, vous allez vous débarrasser de tout, quoi. Et ça, c'est envisageable c'est envisagé sur une planche de salade, parce que qu'il y aurait des pucerons, par exemple, parce que les pucerons sur salade, ça c'est une sacrée plaie quand même, quoi. Dans le réseau, je vois encore un paquet de gens qui perdent leur salade à cause des pucerons. Là, c'est la même situation.
Mois d'avril, mois de mai, un peu de soleil, une journée un peu ensoleillée. Bah, vous fermez en milieu d'après-midi, vous allez avoir une montée en température, vous mettez de l'aspersion à la main et vous allez commencer à voir à quelle vitesse chauffent vos serres, quelles sont leur inertie. Par exemple, une chapelle à pied droit peut quand même facilement monter enfin, une chapelle à pied droit, l'été, elle peut monter à 55-60 degrés, quoi. Alors qu'un petit tunnel fraisier, il montera très difficilement, peut-être un petit tunnel fraisier de 4 mètres de large, montera très difficilement au-dessus de 45 degrés, parce qu'il a beaucoup de déperdition thermique. Et si vous entrouvrez très légèrement les bâches au sol et que vous faites des tout petits courants d'air, vous pourrez, dès le mois d'avril, faire des montées en température à 35-40, vous mettez un peu d'irrigation à la main, et sans même forcément très bien contrôler l'aspersion, mais vous avez une serre complètement fermée, où il est assez facile, sur ces saisons-là, de faire monter en température sans surchauffe, monter en température et en humidité. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est si vous avez ces problèmes-là de mildiou et de pucerons, c'est quand même les deux premières pathologies bien chiantes qui sont vraiment faciles à gérer avec ces conduites à haute température. Et puis après, de toute façon, il faut faire des essais, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même, notamment quand vous rentrez dans une serre à 40-45 degrés, à 90% d'humidité, c'est un peu effrayant la première fois, quoi. Parce qu'on a quand même l'impression que l'air vous brûle la peau, quoi. Et on se dit, mais c'est pas possible, la plante, elle va jamais supporter ça. Mais si, en fait, la plante, elle aime bien ça. Donc, il faut s'y habituer, il faut comprendre, faut sentir qu'est-ce que c'est qu'un air très chaud, humide. Entre un air très chaud, humide et un air très chaud et sec, vous n'avez pas du tout la même sensation de chaleur, en fait. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut découvrir pour, comme ça, intuitivement, tout de suite comprendre ce qui est en train de se passer dans la serre. Et si je peux vous donner un dernier conseil, je vous refais un partage d'écran. Moi, pour enregistrer, on a trouvé un matériel vraiment bon marché pour faire de l'enregistrement d'humidité température dans les serres. C'est la marque Elitech. Donc, ils font des sondes enregistreuses humidité température. C'est revenu. Bon, vraiment, je m'excuse, c'est très désagréable. Et donc, je disais, un modèle de sonde. Donc, c'est des sondes d'humidité température pour suivre des chaînes du froid ou des produits agroalimentaires. Et donc, vous avez les modèles, notamment ceux-là, là, c'est les moins chers. Les RC51 qui sont complètement étanches, qui mesurent la température. Et les RC51H qui mesurent aussi l'humidité. Par contre, ils sont pas waterproof, donc il faut, notamment si vous voulez mesurer la température du sol, il faut les mettre dans un tube en PVC et il faut pas qu'ils mouillent trop. Et ça vous enregistre 32 000 points de mesure. Il y a un logiciel assez sympa pour les contrôler. Et ça a une autonomie d'1 an et demi. Et c'est des petites piles là qu'il faut racheter. C'est un peu spécifique comme pile, c'est des demi-AA là. Mais c'est assez précis et ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans les serres. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça et vraiment, c'est chouette parce qu'on comprend mieux la mécanique d'inertie de sa propre serre. Si j'ouvre, si je ferme, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. Alors, en lecture visuelle, ça vous donne les mines, les max, la température moyenne. Et après, si vous voulez sortir toutes les datas, vous branchez sur votre ordinateur et vous le sortez en Excel ou en CSV. Ça vous sort un PDF avec le graphe aussi, tout de suite. Et vous pouvez programmer le pas de temps, vous pouvez configurer pas mal de choses quand même. Donc ça, je dirais, c'est vraiment intéressant d'en avoir une dehors et une sous votre serre et de pouvoir à la fin comparer les deux courbes de température pour déjà bien prendre conscience de ce que vous fait gagner votre serre en termes de degrés jour. Ces sondes-là permettent aussi de récolter des données pour faire des calculs de degrés jour, c'est intéressant, même si c'est approximatif, c'est à la grosse, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est quand même très accessible. Des sondes comme ça, quand j'ai démarré le maraîchage il y a 15 ans, ça coûtait quand même fort cher. Enfin, ça existait même pas, quoi. Il n'y avait pas de truc enregistreur comme ça. On avait les vieux trucs qui tournaient avec de l'encre, là. Enfin bon, et puis c'était pas le même prix, quoi. Donc aujourd'hui, on a quand même ces capteurs-là qui coûtent pas cher et qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Donc cette marque-là est très sympa à tous les niveaux en termes de prix, d'interface, de fiabilité, de durée de vie et de facilité d'utilisation.
J'en connais pas trop d'autres d'ailleurs. Je pense qu'ils ont un peu trusté le marché. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie bien. Et puis, bah, bonne rencontre MSV. Et puis, bah, à la prochaine pour une formation ou aux prochaines rencontres. Merci François. Et salut tout le monde. Bonne fin de journée.